Bonjour maman, je suis Paul Kossavobo. Bonjour pasteur Bobo. Tout le monde à Paris, à la gare il y a Paris, président de Paris, ça a été annoncé, tout le monde à Paris. Yangoko, toyende kokutana na bandeko, toye kokutana pe na baoyo nyonso to bazali na tina pona makambo ya mboka na biso, République démocratique du Congo. Toye kosolola na bango, toye pe kolimbolela bango makambo mosusu oyo esengeli bayeba po te tosikola mboka na biso. Ozokitaka me na pozo question mongo ekotumula oyo bakongole bali kozela question ya batumoli balobi Kabila azalaki akozala pe akozala azalaki président akozala président akotela président me tokosukisa yango lelo na moyo boya bongo bolanda biso. Merci beaucoup. C'est vous-même qui conduisez le pasteur? Non, je suis avec voilà, vous le connaissez peut-être, hein? Le pasteur Bobo, c'est Fredimo Tombo et puis monsieur Norton Foumou et mon assistante Maman Annie et notre jeune frère Alain qui est des vôtres, il est parisien ou banlieusard peut-être. Bon, parisien. Merci. Je l'ai nommé des Congolais qui vous êtes nous on est dans le sud, vers Tonga ici. De l'Iprel. Papa André. Pas ça, ça va. Mais c'est leur temps là. Ah, c'est bon. A été voulu par Justine Mpoyo Kazavobo. C'est elle qui en a pris l'initiative en tant que politique, présidente d'un parti, et puis à ceux qui la suivent régulièrement dans les médias. Elle se voudrait candidate aux élections présidentielles si un jour les élections présidentielles doivent avoir lieu au Congo dans des meilleures conditions. Et puis aussi, la place de Paris est très importante quand même pour la communauté congolaise de la diaspora. Il était quand même nécessaire qu'elle fasse un crochet à Paris pour dire ce qu'elle pense de la situation actuelle de notre pays.
Donc nous avions prévu de commencer à 14h pour terminer à 18h. Donc on va effectivement décaler de 1h30. Donc on va aller jusqu'à peut-être 20h, 20h30. Alors pour commencer la journée, comme nous sommes habitués à avoir de l'animation, ce qui est dans nos traditions, qui d'ailleurs les autres ont récupéré, parce que je vois même ici dans les meetings politiques, il y a une grande activité des artistes. Nous avons donc le plaisir, ça me fait même la chair de poule de prononcer son nom, le grand artiste du moment en RDC. Je me rappelle lorsque Papa Wemba est décédé, à la Madeleine, j'avais prononcé un nom. C'était un guitariste exceptionnel et il s'appelle Olivier Chimanga. J'avais dit ce jour-là que nous avons un grand musicien et qui est dans la lignée des grands, de Nico Kassanda, de Franco, et il est Olivier Chimanga. Il est avec nous. Alors Olivier, à toi. Yokufenise masanga, yokufenise bozoba.
Yo confenise matongyo, yo vandelise bokabanyo, yo vandelise kotonga paninga, kombo e kokufa. Molili ekoti, kumnana mboka, tango nini toko na muka, openisa mwina, tupoma moto, moka ekomi konimo. Molili ekoti, kumnana kongo, tango nini toko na muka, openisa mwina, tupoma moto, moka ekomi konimo. C'est un grand plaisir pour nous aujourd'hui de nous retrouver parmi vous, frères et sœurs engagés dans le combat de la libération pour le pays. Chers compatriotes, Madame Justine s'est donné la mission de consulter, d'écouter, de parler avec la diaspora dont elle est elle-même membre depuis plusieurs années. C'est dans ce cadre que vous, la diaspora française, avez organisé la rencontre d'aujourd'hui, ouvrant ainsi la voie à Madame Justine Poyo Kasavubu, qui brandit son bâton de pèlerin à la recherche de siens. Je passe la parole à Madame Justine qui va vous dire ce qu'elle a concocté pour vous aujourd'hui. Et je vous assure qu'avec Madame Justine, on ne s'ennuie pas. Encore une fois, Ingeta. Merci beaucoup, Madame Annie. Merci beaucoup, mon cher ami. J'aimerais vous remercier tous d'avoir vraiment fait le déplacement. Et avant toute chose, je félicite notre compatriote qui a amené son enfant ici. Je vois un seul enfant ici. Et je dois vraiment vous féliciter parce que c'est comme à la naissance, quand l'enfant vient au monde, on ne sait jamais détecter le moment où l'enfant capte le sens des mots, le sens de la pensée et le sens surtout de la vie, tout simplement. Et donc, il est certain que cet enfant qui est ici avec nous aura capté quelque chose à la fin de cette journée. Et qu'un jour ou l'autre, ça ressurgira dans sa conscience, tout simplement. Et donc, si tous les parents pouvaient aujourd'hui, maintenant, faire cet effort de conscientiser nos enfants, eh bien, je crois que dans quelques années, nous serions fiers d'avoir semé. Et donc, bravo, je vous remercie d'avoir amené l'enfant. Et comme vient de le dire Madame Annie, j'espère que malgré tout, l'enfant ne s'ennuiera pas. Donc, cela étant dit, j'aimerais peut-être avant toute chose qu'on puisse observer, si vous le voulez bien, 1 minute de silence pour tous les nôtres qui sont tombés sous les balles et l'indifférence de l'occupation. Merci. L'heure est grave et vous l'avez mesuré en étant ici aujourd'hui. Ce n'est jamais facile de cerner une problématique lorsque les enjeux sont si complexes, lorsque le temps passe et qu'on a l'impression que rien ne se passe, car les morts continuent
de tomber. Les familles continuent de pleurer et on ne sait toujours pas à quel sein se vouer. Mais c'est comme dans toutes les situations, dans tous les drames, dans toutes les tragédies. Il y a toujours après la nuit, le jour qui se lève. Et nous sommes ici pour justement accélérer cette marche vers la levée du jour de manière à ce que nous puissions tout de même laisser un avenir meilleur à nos enfants. Et nous pourrons le faire. Nous ne sommes pas encore trop vieux. Nous pouvons le faire. Alors, j'ai eu quelques difficultés à décider de quoi allais-je vraiment vous parler. Parce qu'évidemment, le sujet est grave, le sujet est important, le sujet est dense, il y a beaucoup de choses à dire. Et en tous les cas, il faut qu'on puisse apporter un élément nouveau qu'on ne peut pas toujours développer lorsqu'on est dans une interview vidéo ou même lorsqu'on est dans des cercles différents de celui-ci. Alors je me suis décidé que on allait parler des enjeux. J'allais essayer de vous expliquer les enjeux pour qu'on comprenne bien pourquoi ce pays en est là aujourd'hui. Et puis peut-être situer aussi ces enjeux par rapport au contexte qui nous entoure, c'est-à-dire le contexte international. Peut-être aussi vous dire quelles sont les voies et moyens, les propositions ou les solutions que ici ou là les Congolais sont en train d'émettre pour que ce pays puisse s'en sortir. Mais nous n'allons pas aussi hésiter à appeler un chat, à dénoncer ce qui doit l'être et surtout à mettre au clair ce que nous devons absolument comprendre. Bien. Alors, les enjeux. Je pense que quand on parle des enjeux, en lingala, on pourrait peut-être, s'il y avait un dictionnaire digne de ce nom, on dirait, mais c'est peut-être ce qu'on pourrait résumer en disant Kowe la nini, les enjeux. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui est recherché? Quelles sont vraiment les convoitises? Donc, Tozali Kowe la nini, Bapaya Bazali Kowe la nini, quels sont les enjeux? Alors moi, je dirais que on peut définir cela par rapport à la crise du pays de deux manières. Les enjeux, d'un côté, vous avez ceux qui sont dans le camp de Kobate Lamboka, c'est-à-dire la souveraineté nationale, et puis vous avez le camp de ceux qui se situent dans la logique de Koboto Lamboka. Ce sont aussi des enjeux. Eux aussi se battent pour des enjeux. Donc, Kobate Lamboka, ça c'est notre camp. Koboto Lamboka, ça c'est l'occupation. Alors, notre pays, lorsque nous voulons nous battre pour la souveraineté nationale, là nous devions situer la prospérité, le progrès, la démocratie, l'émancipation, l'éducation, le souci de construire, le souci d'évoluer, etc. Mais l'occupation du territoire, c'est forcément la violence, c'est la répression, ce sont les massacres, les viols, et donc finalement la longue tragédie qui plonge notre pays dans le noir jusqu'à ce jour. Alors, comment est-ce qu'on peut discerner l'enjeu de ceux qui se trouvent dans le camp de l'occupation? C'est-à-dire l'enjeu qui consiste à Koboto Lamboka. Eh bien, je pense que, maman que je suis, si je suis dans ma cuisine, par exemple, et que je prends une casserole pour préparer un repas, et que je veux maintenant transposer en mets ou en repas cet enjeu de Koboto Lamboka, qu'est-ce que je vais mettre dans cette casserole? Je vais y mettre la manipulation, je vais y mettre aussi la corruption à grande échelle, je vais mélanger aussi avec la falsification de l'histoire, la récupération de cette histoire,
Je vais aussi mettre du nationalisme d'origine douteuse. Je vais aussi y mettre finalement le mensonge, le déni des droits de l'homme. Et vous voyez qu'une casserole qui contient tous ces ingrédients-là, c'est absolument immangeable. Donc ça veut dire que nous sommes soumis à tous ces fléaux-là. Et donc à partir du moment où ce sont ces ingrédients-là que l'occupation exploite, donc forcément on ne peut pas avoir à la tête de l'État une logique de la compétence, une logique aussi de la responsabilité, mais beaucoup plus une logique de la médiocrité, parce que, évidemment, un plat immangeable, c'est forcément un plat médiocre, un plat qu'on exècre, et donc, finalement, c'est médiocre. Alors, cette médiocrité à la tête de l'État, je pense, a une histoire aussi. Donc, Koboto Lamboka Nabiso et Banda Lelote, ça a commencé avec la rupture des espérances des lendemains de l'indépendance. La première rupture brutale, c'était à partir du moment où l'Afrique a été exposée aux coups d'État successifs. Et donc, on a vu justement que le lien de l'onction de l'indépendance a été rompu, tout simplement parce qu'il y a eu une sorte de remise en question par les armes, par la force, par la répression. Et donc les dictatures se sont imposées. Alors dans l'histoire de notre pays, pour comprendre cet enjeu de Koboto Lamboka, aujourd'hui, 2018, c'est donc la conséquence de la rupture qui est intervenue en 1997 dans une moindre mesure parce que Laurent Désiré Kabila n'a pas fait longtemps. Mais disons que cette rupture a été consolidée par le coup d'État de 2001 lorsque on nous a présenté un rejeton qui soi-disant était son enfant pour nous diriger. Mais en réalité c'était un coup d'État et donc il ne fallait pas s'attendre à ce qu'il y ait une logique de la démocratie, qu'il y ait une logique du respect des droits de l'homme, qu'il y ait une logique du respect des aspirations du peuple, mais beaucoup plus une logique de coup d'État. Et c'est la raison pour laquelle on se situe dans le contexte actuel. Alors, si vous voulez bien vous souvenir que dans cette logique de Koboto Lamboka, le grand agitateur de cette politique, le Rwanda, dont notre sœur du MLC vient de parler, en quelques mots, un éléphant qui est attaqué par une souris. Moi je dirais, oui, un éléphant piqué par un moustique. Donc ça veut dire que lorsque le pasteur Bizimungu, qui fut le premier président, si on veut dire, hein, avec toutes les précautions d'usage, était encore en activité, qu'est-ce qu'il avait dit au tournant de l'année 2000 et 2001, ou 2002 même? Il disait qu'il faut qu'on revoie les frontières de l'Afrique centrale. Vous voulez bien vous rappeler de ça. Et tout le monde a oublié. Et si cet homme aujourd'hui n'est plus ici ou là pour se défendre, ou défendre ses points de vue, mais c'est tout simplement parce qu'il avait dit ce qu'il ne fallait pas dire ou ce qu'il fallait garder en discrétion. Et donc, moi je crois vraiment que la logique de Koboto Lamboka, c'est-à-dire de l'occupation, avait déjà été annoncée, mais nous n'y avons pas prêté attention ou nous avons négligé cela. Tout simplement parce que la marmite dans laquelle on était en train de vivre était déjà une marmite où on travaillait nos esprits, où la manipulation faisait son travail et où la corruption aussi s'y ajoutait. Et donc la mangeoire dont on vient de parler il y a un instant était déjà à l'œuvre. Et donc nous sommes co-responsables de cette situation, si vous le voulez bien. Alors cette rupture qui s'est consolidée, à mon avis, a donc opéré une interruption de la signification de notre histoire. Et puisque tous ces ingrédients qui se trouvent dans cette marmite ont opéré, les Congolais eux-mêmes se sont dépossédés de leur pays. Et donc aujourd'hui, nous avons accepté que lorsque
On trahit son pays par la lutte armée, tout simplement parce qu'on veut prendre un bout de territoire pour exploiter les matières premières avec les étrangers. Mais on peut encore revenir pour gouverner en mettant au défi la démocratie. Et vous trouvez des Congolais prêts à accepter ce jeu-là et prêts même à trahir maintenant ceux qui n'ont pas trahi pour encore consolider la trahison à double titre. Et donc je dirais que le néocolonisateur agit par procuration à travers les Congolais que nous sommes. C'est un nous évidemment générique. Je sais que nous sommes ici plutôt une catégorie de gens qui voulons le changement, mais c'est un nous évidemment collectif générique. Alors, si je rappelle cette logique-là de l'occupation qui veut nous ravir notre souveraineté nationale, c'est tout simplement pour qu'on puisse se rappeler que pour juguler la crise aujourd'hui, il faut bien voir qu'il y a une constante dans les fléaux qui vraiment nous obstruent notre évolution vers la démocratie. Le modèle remonte à 1885, c'est ce que Bizi Bongo disait. C'est-à-dire qu'on a décidé pour nous, on a découpé la terre pour nous et on a orienté notre destin à notre place. Et donc, la raison d'État, parce que c'est bien la raison d'État qui justifie qu'on puisse braver les règles, eh bien, la raison d'État s'est appuyée sur toutes ces irrégularités pour nous conduire vers une nouvelle acceptation de ce fléau-là. Évidemment, la révolution économique, la révolution industrielle y est pour quelque chose aussi, parce que les matières premières qui ont justifié la colonisation en 1885, c'est encore les matières premières de première importance qui justifient aujourd'hui la mondialisation. Et si nous sommes aujourd'hui encore en train de pleurer tous ces morts, ils n'ont plus les mains coupées comme en 1885, mais c'est quand même la même chose, c'est-à-dire une fin tragique, une extermination des populations, tout simplement parce qu'il faut que ce territoire revienne aux prédateurs, et donc à chaque fois on inverse le rapport de force pour nous empêcher d'avancer. Alors si on veut bien comprendre ça, on va se rappeler que nous avons un devoir de conscience nationale, un devoir d'éveil national, parce que c'est un droit acquis, puisque la victoire de nos parents sur le colonisateur est une victoire indubitable, c'est une victoire qui s'appuie sur des arguments juridiques, mais c'est aussi une victoire qui légitime le combat que nous faisons. Parce que si le colonisateur n'avait pas compris que c'était le droit, eh bien on n'aurait pas eu l'indépendance. Évidemment, il y a eu des manipulations, comme je viens de le dire, mais c'est quand même un droit acquis, c'est une réalité juridique, et donc c'est un socle sur lequel nous devons nous appuyer pour justifier notre bataille que nous finirons évidemment par gagner. Alors, si j'ai fait ce rappel, c'est pour dire tout simplement que nous devons aujourd'hui détecter quelle est cette raison d'État qui peut laisser un peuple continuer à aller à la dérive avec des dirigeants illégitimes, des institutions caduques et une persistance à vouloir faire des élections alors que le peuple n'a ni les arguments pour y aller, ni les atouts pour le réaliser. Et maintenant, si je veux décliner l'autre aspect des enjeux, c'est-à-dire Kobat et Lamboka, je pense que là nous pouvons retenir d'abord notre congolité. Puisqu'on est tous nés quelque part, comme chante si bien un artiste d'ici, on est tous nés quelque part, on ne choisit pas. Et puisqu'on est né quelque part, cela a un sens. Parce que ça crée une filiation, ça crée des devoirs, ça fait sortir une culture, mais surtout, ça crée aussi des obligations pour les générations qui vont nous suivre. Et donc, cette congolité, c'est une qualité, c'est un atout, c'est un prescrit
d'ordre sociologique, oui, mais c'est aussi un prescrit d'ordre spirituel. Nous le savons bien. Et moi, j'entends souvent les uns les autres dire, oui, mais notre culture, oui, nous les Bantous, etc., que ce soit pour les naissances, pour les décès. Donc, on aime bien rappeler tous ces éléments-là, mais en oubliant que dans la gestion de la cité, dans la politique telle que nous la pratiquons aujourd'hui, eh bien, nous délaissons un petit peu cette fierté-là. Donc, ce n'est pas de la xénophobie de se battre pour la congolité. Au contraire, c'est un devoir. Et moi, je pense que nous avons aussi des devoirs à observer. C'est la terre des ancêtres. Nous le rappelons chaque fois que les ancêtres ne nous quittent pas. Ils sont là. Et si on voulait bien imaginer qu'ils sont ici, maintenant, avec nous, eh bien, nous ne pouvons pas brader un seul centimètre de cette terre, comme nos hommes d'église nous l'ont rappelé il y a quelques semaines. Et donc, il est plus que temps, après tant de signaux d'alerte, les évêques, les pasteurs, qui nous rappellent que nous avons ce devoir-là, eh bien, nous ne pouvons pas nous déroger justement à cette exigence de cet enjeu capital Kobat et Lamboka, c'est-à-dire préserver notre souveraineté nationale. Ça veut dire aussi se battre pour l'intégrité de ce pays, un et indivisible, et puis finalement, ça veut dire choisir Mwanamboka. Mais Mwanamboka, on ne va pas le choisir maintenant. Il faut pouvoir consentir à cheminer avec des valeurs qui vont conduire vers cette échéance-là. Mais l'échéance est aussi coincée par ce que nous pouvons dire la consolidation de la rupture, à savoir le complot international dont les uns les autres parlent souvent, mais qu'on n'explicite pas toujours. Bon, je ne vais pas m'attarder évidemment, mais je crois qu'ici, notre rencontre aura un sens si nous pouvons aussi savoir que là où nous mettons nos pieds ici, oui, nous avons des droits, nous sommes reçus, il y en a qui ont des papiers, il y en a qui ont la nationalité française, belge, allemande, etc. Mais je crois que notre première nationalité, c'est ce que nous sommes. Et ce que nous sommes nous place quand même aux antipodes de ces papiers que nous recevons ici ou là. Parce qu'évidemment, le rapport de force fait que nous sommes dépositaires de cette terre tant convoitée. Et donc nous avons le pouvoir sur cette terre qui est si convoitée. Mais nous sommes parfois comme amnésiques que c'est un réel pouvoir. Et qu'au nom de ce pouvoir, nous pouvons prendre des décisions. Avons-nous déjà décidé unanimement que l'imposteur et que l'occupation doivent cesser? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que nous avons toujours observé qu'il y avait des compatriotes prêts à accourir vers les occupants, à aller vers des arrangements, vers des dialogues, vers des pourparlers, alors que le chemin le plus facile, c'est de se mettre d'accord, et puis tous les 4 ans, tous les 5 ans, nous allons à des élections crédibles, transparentes, démocratiques. Non, on préfère des chemins compliqués, comme l'actualité du pasteur Bobo nous le rappelle si souvent. On va toujours vers des solutions compliquées, parce que, au passage, on attrape la corruption. Mais en oubliant que la corruption, ce n'est pas justement cet adage chinois qui vous donne la capacité de pouvoir pêcher pour vivre toute votre vie. Mais la corruption vous donne un poisson, vous mangez aujourd'hui, demain vous vous réveillez, il faut encore chercher qui va vous donner le prochain poisson. Donc ce n'est pas une vie. Donc alors, je pense que nous devons nous dire que il est temps aussi que nous mettions un point final vers la confusion qui continue à gangréner l'évolution du peuple congolais. Mais l'effort à faire, c'est aussi de savoir qui accompagne l'occupant. Pour que nous sachions comment déambuler, comment parler, à qui faire confiance et à qui ne pas faire confiance. Qui accompagne l'occupation?
Eh bien, au premier rang, moi je dirais que ce sont les Congolais. Parce que si on regarde même que les agresseurs rwandais qui nous dérangent, leur stratégie est très simple. Ils ne se mettent jamais au premier rang. Si on regarde bien depuis que Laurent Désiré Kabila et l'AFDL sont arrivés au pouvoir, les occupants rwando-ougandais, ils mettent toujours les Congolais en première ligne. Mais au moment de la décision finale où il faut arracher un impérium, c'est le Rwandais qui passe devant. Et les Congolais ne disent rien, non. Ils ont perdu l'aptitude de se battre, l'aptitude de revendiquer et l'aptitude même de dire non. Alors, évidemment, à ce moment-là, on laisse l'agresseur avancer, gagner du terrain, et voilà l'infiltration qui nous submerge aujourd'hui. Et donc, moi je dirais que, face au pouvoir d'occupation, nous avons aussi une opposition d'accompagnement de cette occupation. C'est la raison pour laquelle nous déplorons aujourd'hui tout ce qui s'est passé au Congo, où le cardinal est sorti de ses gonds pour dire qu'il est temps que les médiocres dégagent, parce que trop c'est trop. Et donc, l'opposition d'accompagnement a trahi. Mais nous avons aussi observé que, tant que c'est mon frère qui est là-bas, au CNSA, ou bien au rassemblement, ou bien au dialogue, ou encore je ne sais qui, chez Madame Allais, non, on accourt. Il faut vite sortir la photo symbolique, parce que c'est là que les choses se passent. Alors que non, c'est là que la meçon vous attrape. C'est tout à fait différent. Alors, face à cette opposition d'accompagnement, mais vous avez aussi une diaspora d'accompagnement. Parce qu'évidemment, l'opposition d'accompagnement, comme elle échappe encore à l'injonction d'interdiction de venir ici en Europe comme les artistes, eh bien cette opposition d'accompagnement arrive allègrement à Paris, Roissy, à Bruxelles, Zaventem ou même à Londres, UK, Heathrow, et débarque. Et puis voilà, non, il y a un représentant ici. Il y a le représentant de la diaspora UNC ici. Il y a le responsable de la diaspora MLC là-bas. Il y a le responsable de la diaspora, que sais-je encore, Fayoulou, etc. Donc, vous avez tous les partis politiques de l'opposition d'accompagnement qui ont en diaspora aussi leurs représentants. Et donc, vous avez une diaspora d'accompagnement qui trahit allègrement la diaspora politique responsable que nous sommes. Eh bien, cela décuple les difficultés. Et donc, nous avons face à face, au pays et en diaspora, un pouvoir d'occupation face à une opposition d'accompagnement. Et puis en diaspora, vous avez une diaspora politique responsable qui se débat face à une diaspora d'accompagnement. Alors essayez un peu de démêler les chevaux dans tout cela. C'est la raison pour laquelle il faut sortir de cette ornière, sortir de ce cercle vicieux pour plaider pour une transition. Mais une transition non pas d'accompagnement du système pourri qui gangrène la situation, mais il faut absolument créer un électrochoc. C'est ce qui explique que d'aucuns parmi nous ont vanté les arguments pour un administrateur, par exemple. Et à y voir de plus près, je pense que c'est une option qui comporte quelques arguments qui plaident en faveur de cette thèse-là. Et je vais ici expliciter. Il faut absolument que Kabila Kanambe quitte notre pays. Et moi, je vais ici mettre les points sur les i. Parce que nous avons la légitimité historique de le dire. Nous savons de quoi nous parlons. Le 30 juin, pour nous, ça a un sens, comme ça a un sens pour vous. Et donc, il faut rappeler ici que le 30 juin, pour lequel nous nous battons, c'est un Congo uni, indivisible. Et croyez-moi que ce n'est pas facile de se battre pour ce Congo uni, indivisible, parce que nous avons eu des parents qui, à un moment donné, avaient cru que, tiens, dans telle province, on est un peu plus émancipé politiquement, donnez-nous l'indépendance. Dans telle province, on est un tout petit peu en recul, attendez un peu. Et finalement, par un jeu politicien, on a quand même fini par ramener tous les Congolais ensemble pour que non, allez,
il faut une indépendance de tout l'ensemble. Et donc ceux qui étaient un peu plus avancés ont dû faire des concessions pour accepter que la marche soit ralentie, ou en tous les cas qu'on aille dans une indépendance avec tout le monde, en sachant bien que le rythme à suivre et la compréhension des arguments et des enjeux ne seraient certainement pas identiques pour tout le monde. Et que donc ceux qui en savaient un peu trop souffriraient d'attendre que ceux qui ne comprenaient pas assez les suivent ou les rejoignent, de manière à ce que, malgré tout, on puisse développer ce pays. Et c'était ça le mérite de nos pionniers de l'indépendance. Et donc, l'argument qui plaide pour que nous ayons un administrateur, c'est tout de même un argument ou des arguments qui nous permettent tout de même que on puisse tous ensemble accélérer le temps de manière à ce que le pouvoir en place qui veut gagner du temps constate qu'il n'est plus possible de le faire et que Kabila doit réellement partir. Et donc il fallait donner des arguments à la communauté internationale qui a soutenu cette occupation d'accepter le fait qu'il est possible que Kabila parte parce qu'il y a une pièce de rechange. Il y a une alternative immédiatement disponible. Et cette alternative, d'aucuns ont bien voulu nous rappeler qu'il s'agit du cardinal Monsengo. Bon, c'est une carte qui a été avancée, et ma foi, si vous avez un autre argument ou un autre prétendant, plaidez. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le temps de multiplier les têtes d'affiche, et qu'aujourd'hui, nous devons pallier au plus pressé. Nous sommes déjà au mois de mai, et donc il serait bon que le 30 juin soit effectivement le réveil ou la levée du jour dont j'ai parlé au début de notre intervention. Et que donc, ceux qui ont pensé qu'un administrateur pourrait concilier un petit peu toutes ces difficultés, juguler toutes les incertitudes, n'ont pas nécessairement tort. Parce que c'est une personnalité authentiquement congolaise. Et Dieu sait si aujourd'hui, il suffit d'être vraiment congolais, de revendiquer la présence d'un Congolais authentique pour que les moustiques s'en aillent, sans moustiquaires, parce que l'efficacité de la présence fera loi. Et donc, c'est aussi une personnalité qui a de l'expérience, c'est une personnalité qui a de la maturité, qui a de la sagesse, et je pense qu'il a quand même appris à accepter tout le monde. Et nous parlons ici de la compétence d'un homme, et non pas de la sympathie qu'on peut avoir parce qu'il mange la chikwang, ou parce qu'il préfère plutôt le mboto. Non, il ne s'agit pas de définir l'homme par rapport à ses attributs, ni par rapport à sa tribu, mais par rapport à la compétence qu'il peut apporter pour que le pays s'en sorte. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Nous aurons les gages que c'est la Congolité en marche qui prépare les élections, et non pas l'implantation étrangère qui le fait à notre place. Et c'est important, ce n'est pas de la xénophobie, c'est un droit de souveraineté. C'est un homme aussi d'une grande patience. Et donc, moi je me dis que, puisque nous en sommes encore à patauger entre ira pas, corruption, répression, eh bien je pense qu'il faut un traitement de choc et que ceux qui n'ont pas compris soient humbles pour accepter qu'ils n'ont rien compris et qu'ils se laissent instruire par ceux qui ont tout compris. Alors, j'aimerais encore ici dire un dernier élément très important. Pourquoi est-ce qu'une telle transition avec une personnalité incontestable, authentiquement congolaise, pourrait faire vraiment le poids? C'est parce que il y a une dimension spirituelle, nous l'avons dit au début de notre entretien. Il y a une dimension spirituelle dans les enjeux qui planent sur notre pays. Et croyez-moi que
ces enjeux-là aussi sont très importants. Parce qu'aujourd'hui, on assiste à quoi? On assiste à une menace de la substitution aussi de notre spiritualité. En 1885, lorsque on a créé l'État indépendant du Congo, il fallait tout de suite décréter que non, les masques c'est mauvais, les fétichismes c'est mauvais, les noirs sont dans l'obscurantisme. Et donc on a tout massacré. Parce que, soi-disant, nous étions dans les ténèbres, que le noir était damné et qu'il fallait au contraire le sortir de ces ténèbres pour l'émanciper, l'évangéliser. Voilà, bonjour les missionnaires. Mais nous avons tous compris que, en réalité, c'est notre propre richesse intrinsèque qu'on a voulu détruire et qu'on a même partiellement détruit. Alors, la spiritualité de substitution. Dans un premier temps, on pouvait se dire que la religion pouvait accompagner un petit peu ce passé qu'on a rendu passif. Mais nous avons vu que dans le chef aussi des prédateurs, qu'il y a des menaces aussi par rapport à la spiritualité de substitution qu'on nous a amenée. Aujourd'hui, il y a pléthore de sectes, il y a pléthore de loges, il y a pléthore de toutes sortes d'obédiences qui ne disent pas leur nom, mais dont on lit en filigrane que finalement, ce sont aussi des instruments utilisés pour recoloniser le noir. Et on ne le voit pas. Parce que, là encore, la corruption est beaucoup plus distinguée. C'est une corruption classe, c'est-à-dire qu'on vous donne un emploi et vous avez la possibilité d'imaginer qu'on vous a anobli en quelque sorte. Parce que vous n'êtes plus au chômage, vous avez de quoi nourrir le Western Union qu'on nous a rappelé tout à l'heure, et vous croyez que vous faites œuvre utile. Mais en réalité, même le Western Union ne devrait même pas exister. Vous devriez être capable d'envoyer dans un compte en banque quelque chose à votre frère qui est dans la campagne. Or, dans la campagne, on ne sait toujours pas ce que c'est qu'une banque. On pense toujours que c'est comme un bâtiment qu'on doit chercher quelque part dans une très grande ville, alors qu'aujourd'hui, 50 ans après nos indépendances, 60 pour certains, bientôt, eh bien, on devait aussi pouvoir manœuvrer avec ces outils de l'économie moderne. Donc c'est pour vous dire que manipulation magistrale à tout bout de champ. Et donc, ce que je pouvais encore dire par rapport à cette spiritualité de substitution, que l'administrateur qu'on nous propose, eh bien ça exige de notre part de l'humilité aussi. On a rappelé ici que Madame Kasavubu est candidate, oui, mais candidate dans un climat comme celui-ci, je pense qu'on n'a pas encore le temps de penser à cela. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de peaufiner des programmes, des visions, parce que de toute manière, même l'administrateur aura besoin qu'on puisse lui donner des programmes, qu'on puisse l'aider dans une sorte de préparation pour qu'on aille aux élections. On n'ira pas aux élections sauvagement, on ira aux élections en remettant de l'ordre. Et pour remettre de l'ordre dans les institutions, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut corriger à la fonction publique. Il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire de plus pressé dans nos institutions sanitaires. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'on réduise quand même les distances, que la calamité de ces routes qui sont en mauvais état continue au moins à changer un petit peu. Donc il y a toute une série de mesures très pressantes que le pays devra prendre. Mais pour cela, il faut aussi qu'il y ait un encadrement autour de cette personnalité, de gens compétents, des gens qui ont une vision, des gens qui éventuellement pourront aussi être des candidats à un moment donné, parce que être candidat, ça veut dire qu'on a une vision, ça veut dire qu'on a un cap, ça veut dire qu'on sait où on veut aller, et surtout on sait d'où l'on vient, pour éviter que le chemin que l'on va emprunter soit semé d'embûches, telles que nous sommes en train de les dénoncer ici, notamment en fustigeant le pouvoir de l'occupation. Alors, enfin, j'aimerais aussi dire que la spiritualité qui sera nécessaire pour nous, pour éradiquer toutes ces spiritualités de substitution et qui nous font plus de mal que de bien, mais je ne dis pas qu'on ne peut pas y aller, parce que la liberté de chacun reste aussi une valeur sacrée,
Hein, c'est un peu comme des parents qui mettent au monde des enfants. Chacun élève son enfant, mais on doit aussi s'attendre à ce que si on a un enfant mal élevé, à un moment donné dans la société, si cet enfant commet des bêtises, eh bien, il y aura aussi une justice pour équilibrer les choses et il faudra aussi assumer les conséquences. Et donc, chacun est libre de ses choix, mais là où l'intérêt général joue, eh bien, la spiritualité de substitution doit pouvoir être endiguée par une spiritualité d'adhésion. Et la spiritualité d'adhésion, c'est celle qui nous rend conformes à nos traditions, c'est celle qui fait que nous nous reconnaissons entre nous, Congolais, et que nous sommes prêts à nous accepter comme Congolais et à travailler ensemble en tant que Congolais. Alors, finalement, l'autorité qui en dégagera sera évidemment une autorité qui va s'appuyer sur une identité nationale. Or, cette identité nationale que d'aucuns récusent aujourd'hui, mais c'est justement l'identité qui nous permet de définir cette souveraineté nationale chaque jour. Et qui nous permet aussi de défendre cette souveraineté nationale chaque jour. Parce que ça nous permet aussi d'avoir le discernement nécessaire lorsque les tentations et les tentatives qui viennent de l'extérieur nous inondent. Et donc, je veux dire par là que l'identité nationale congolaise est à reconquérir et en tous les cas est à brandir haut la main parce que c'est par cela que nous nous définissons. Alors, moi j'irai aussi maintenant à vous donner 2-3 propositions. Je pense que pour qu'on s'en sorte, au-delà de ce cheminement avec un leadership d'adhésion responsable, un leadership d'encadrement spirituel reconnu, mais aussi avec un leadership de la diaspora politique responsable que nous revendiquons, parce que nous sommes les experts politiques, nous avons l'expertise politique, et que donc cette compétence-là, nous devons la mettre en avant, eh bien nous devons pouvoir être en mesure de discerner quelles sont les menaces qui planent autour de nous. Et ces menaces viennent par 2 chemins, ou en tous les cas, le premier d'entre eux, c'est par le biais de l'exploitation économique. L'exploitation économique, elle nous vient de par le fait que le Congo aujourd'hui est exposé au même risque qu'il y a une centaine d'années. J'ai parlé de 1885. La colonisation nous est venue comme une conséquence évidente du fait que la révolution industrielle qu'il y avait en Occident a créé une expansion des marchés. Et donc, pour aller chercher les matières premières, il fallait aller les trouver en Afrique. Et le Congo était champion en la matière, puisque c'est chez nous qu'on trouvait justement les meilleures réponses face à l'exploitation économique, l'expansion économique de l'Occident. Et c'est comme ça que la colonisation a été justifiée pour permettre à ces pays-là, d'abord de nous dominer, ensuite, grâce à cette domination, d'exploiter nos matières premières. Et donc, nous étions une population d'accompagnement. On appelait d'ailleurs nos parents des auxiliaires de l'administration et non pas des agents comme tels. Ils se sont battus, ils ont gagné des galons, mais quand même, la mentalité au départ, c'était qu'on en fasse plutôt des auxiliaires et non pas des affranchis, émancipés. Aujourd'hui, 100 ans après, si vous voulez bien observer, nous sommes aujourd'hui l'objet d'une révolution technologique. Et cette révolution technologique, je vois des appareils partout, ça retentit même quand on fait des réunions. Eh bien, la grande réponse par rapport à ces besoins-là, c'est encore en Afrique centrale. Et voilà le Congo encore au premier rang pour répondre à l'appétit de tous ces prédateurs économiques. Parce que les premières matières pour cette révolution technologique aujourd'hui, 100 ans après la première révolution, eh bien c'est encore chez nous. Et donc voilà, on vous parle maintenant de mondialisation. Mais la mondialisation, en réalité, si nous on pouvait aussi inventer un dictionnaire, on mettrait dans le dictionnaire des synonymes colonisation égale mondialisation. Parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets, la colonisation hier, on nous domine, et bien la mondialisation aujourd'hui, on nous occupe. Mais c'est du pareil au même. C'est-à-dire un petit Congolais qui doit rester au bas de l'échelle
et on doit l'exploiter. Mais comme entre-temps nos parents se sont battus, et donc on s'est affranchi de certaines difficultés, il y a des intellectuels par-ci par-là, et on a trouvé le moyen de détourner l'attention des intellectuels qui deviennent les esclaves d'aujourd'hui au service de l'imposteur médiocre. Et donc celui qui est intelligent ne l'est plus, ne peut plus exercer son intelligence parce qu'il est contrecarré par l'intellectuel qui est acheté, qui est corrompu au service de l'occupant. Alors vous voyez maintenant que tous ceux qui ont étudié et qui n'ont pas les coups de franche, pour passer, ils restent en exil, ils meurent en exil. S'ils ont la chance, on les enterre correctement. S'ils n'ont pas la chance, eh bien leur dépouille peut encore traîner, ainsi de suite. Donc voilà un petit peu tous les contours subtils des menaces qui pèsent sur nous. Et donc, nous devons maintenant faire très attention que cette mondialisation, demain, on va vers les élections avec un leadership d'administrateur, oui, ok, mais est-ce qu'on sera en mesure de discerner que le partenaire qui vient, il vient vraiment pour nous aider ou bien il vient pour parachever l'occupation par l'implosion du pays, c'est-à-dire une sécession du Katanga. On entend, hein, c'est vraiment les frémissements. Ce n'est pas pour rien que certains médias nous vantent des produits qui sont là pour susciter une sorte de balkanisation des cœurs avant qu'on ne réalise éventuellement une balkanisation des terres. Alors, moi, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que si nous nous battons pour le Congo du 30 juin, ça veut dire que nous devons rester intraitables sur les questions de souveraineté nationale. C'est-à-dire qu'on se bat pour ce Congo-là, indivisible, et c'est un Congo à l'intérieur duquel se trouve le Katanga, les deux Kivu, la province orientale et tout ce que vous connaissez. Donc, ce n'est pas un Congo où on va vous dire que non, là-bas il y a un petit morceau qu'on va aller céder. Non, le pasteur Ecofon nous a bien rappelé. Après que Monseigneur Monsengo dit les médiocres dégagent, lui il est venu nous dire attention, 1 centimètre pris, 1 centimètre récupéré. Et donc je dirais même que si on nous prend 2 centimètres, nous on devra récupérer 3 centimètres pour être sûr que les 2 centimètres vont être. Et donc voilà, moi je pense que les menaces de balkanisation peuvent se cacher derrière certaines tentatives de nous approcher, soit disant que oui, on va aux élections. N'acceptons pas l'inacceptable. Celui qui n'est pas congolais, il peut venir chez nous, il peut se promener, il peut faire du petit commerce. S'il veut acheter une maison, qu'il achète une maison, mais il ne peut pas devenir président de la République démocratique du Congo. Et celui qui est congolais a le devoir de respecter le serment de nos parents, à savoir protéger notre terre, mais également garantir l'avenir de nos enfants. Donc c'est un devoir, c'est une exigence. Alors enfin, j'aimerais aussi dire ici que l'hypocrisie doit aussi avoir des limites. Nous devons aussi savoir exactement qui est notre ennemi, ou qui sont nos ennemis, plus exactement, et surtout, par quel truchement nos ennemis travaillent contre nous. Et moi, je n'ai pas peur ici de dire que nos ennemis travaillent par le biais du Rwanda d'aujourd'hui. Parce que moi, je veux encore faire la distinction. Je n'offusque pas, je ne fustige pas le peuple rwandais en tant que tel, mais je pense que certains éléments de ce peuple ont été aussi trompés parce qu'aujourd'hui, le rôle qu'on a voulu accorder à ceux qui ont détruit notre pays hier et avant-hier, eh bien c'est le rôle qu'on a donné à Kagame aujourd'hui. Et que donc, président de l'Union africaine, oui, il croyait que c'est pour achever l'explosion de notre pays. Mais vous avez constaté que l'Afrique se réveille, l'Afrique anglophone SADC se réveille, il y a des balbutiements ici, mais il y a aussi des bonnes décisions là-bas. Et donc, ce sont des gages d'espérance pour nous, Congolais,
parce que nous-mêmes, nous avons tellement failli qu'il nous fallait maintenant que les pays africains se réveillent pour qu'enfin on puisse nous-mêmes trouver des justifications. Mais ça concerne beaucoup plus la classe politique locale. Mais en ce qui nous concerne en tant que diaspora politique responsable, nous avions déjà diagnostiqué cela depuis fort longtemps et nous pensons que nous ne devons plus nous laisser berner et que nous ne devons surtout pas avoir peur de parler de nos problèmes et de défendre nos intérêts parce que de toute manière, le pays, au stade où il est, il aura toujours besoin d'une coopération. Donc ceux qui veulent nous imposer des étrangers, c'est parce qu'eux trichent dans leur propre pays et qu'ils ont aussi peur que les scandales n'éclatent. Donc il faut simplement les ramener à la raison et leur dire qu'ils ont intérêt à travailler avec un peuple qui bénéficie des règles du droit, qui applique les règles du droit et qui surtout garantit la sécurité des biens et des personnes. De sorte que chaque investissement qui arrivera dans notre pays soit un investissement qui soit gagnant-gagnant et qui encourage les opérateurs à aller de l'avant. C'est ce dont notre peuple a besoin. Et je voudrais terminer mon exposé en vous disant que nous devons aussi nous méfier de l'occupation sournoise, celle qui ne se dévoile pas, mais qui agit comme des taupes, qui est infiltrée dans les institutions ici en Occident. Il est français, oui, mais le jour, tandis que la nuit, il va manger à l'ambassade de tel ou tel pays. Il est belge, à la mutuelle là-bas, ou bien il travaille au ministère de l'Intérieur, mais attention, il sert quel seigneur? Du pays qui lui a donné les papiers, ou bien il sert le pays qui lui a donné les papiers le jour, et puis la nuit, il va donner des idées à l'imposteur en Afrique centrale. Et donc, il y a cette réalité-là, très subtile, que nous ne palpons pas, mais qui est réelle. Et qui s'amuse parfois à fouiner, peut-être grâce aux services spéciaux, ou bien grâce tout simplement à un trafic d'influence. On sait là où tel opposant a un compte en banque, et puis on sait peut-être quelle est la situation de sa sécurité sociale, et puis quoi encore, on sait où peut-être ses enfants vont à l'école, on connaît le pasteur qu'il fréquente, l'église où il se rend souvent, et ainsi de suite. Alors, avec l'addition de tous ces détails, eh bien, selon qu'on sert le maître prédateur, on livre les informations, et si on est toujours en imposture dans nos pays, eh bien, c'est comme de temps en temps dans le passé, un dictateur pouvait dire à un ministre en Europe, celui-là, il m'agace, et on avait tout de suite des résultats. Et c'est ce qui était arrivé à M. Tshisekedi à une époque où j'étais déjà en Belgique. Et lorsque les libéraux qui étaient au pouvoir déjà à cette époque-là, avant qu'ils ne perdent le pouvoir, mais que Mobutu était au pouvoir, eh bien, Tshisekedi à un moment donné était indésirable. Ceux qui connaissent un peu les souvenirs se rappelleront qu'en 1987, M. Tshisekedi quittait Anvers pour aller à l'aéroport, mais que pour que cette conférence de presse à l'aéroport n'ait pas lieu, eh bien, le ministère de l'Intérieur en Belgique avait sorti les chiens qu'on met, les chiens qui flairent, pour l'empêcher, pour créer un incident, de sorte que le retard que cet incident va provoquer empêche la tenue de la conférence et de sorte que le message ne puisse pas passer. Donc, il y a toute une série de subtilités qui se passent aussi, parce que nous avons des frères ici, qu'on croit des frères, mais qui parfois ne le sont plus, ou qui le sont, mais qui tombent aussi dans les pièges de la corruption, parce qu'évidemment, aller en vacances en Californie, quand on n'y a pas encore été, on est toujours tous tentés de faire quelque chose qu'on a toujours eu envie, parce que dans nos vies passées, le Père Noël n'a pas toujours fait visite. Hein? On a connu des Noëls sans Père Noël, alors parfois il y en a qui aiment rattraper cela à l'âge adulte, et donc on succombe à une tentation pour amener madame en vacances. Madame ne se doute pas, et donc elle se dit, ah, Mobile il n'a assez à coquille. Donc, alors que Mobile n'a assez à teki. Donc voilà,
Alors, c'était un petit peu mon mot de la fin, quoique je vais vous donner l'occasion de réagir. Mais avant de vous passer la parole, ou en tout cas de la rendre à notre frère ici qui assure la modération, j'aimerais quand même féliciter notre fils, parce que c'est un fils, Olivier Chimanga, qui, croyez-moi, est l'expression justement de cette jeunesse qui s'émancipe, de cette jeunesse talentueuse. Parce que figurez-vous que, moi je ne savais pas que nous avons maintenant une faculté universitaire dans la société civile qui s'appelle la chimangologie. Vous savez qu'est-ce qu'on étudie là-bas? Vous savez qu'est-ce qu'on étudie là-bas? Eh bien, je crois qu'on étudie simplement l'aptitude à être un fils digne de son pays. Je vous remercie. Applaudissez très fort, encore plus fort. Ingeta. Alors Vincent Israël, donc je suis socialiste, j'ai supporté Benoît Hamon, j'ai organisé sa campagne à Montrouge, à Vanves et à Malakoff, et j'ai été le référent. À la réaction face à cette conférence, je pense que le Congo, c'est l'Afrique en miniature, et si le Congo s'unit, c'est également l'avenir de notre monde. Le Congo, par rapport à ce qui était évoqué, les guérillas juridiques, pour moi, il y a un point de vue qui est important, c'est que le monde a besoin du Congo, car toutes les ressources nécessaires au développement du monde passent par le Congo. Que si on sait maîtriser ces ressources et si on fait un combat juridique, car le monde est légaliste, le monde ayant besoin de plus en plus de ressources qui sont au Congo, on peut peser sur ce monde. Que le pouvoir qui est illégitime actuellement, il est organisé à fédérer l'opposition. C'est ce qui est en train de se faire lors de cette conférence. Ce qui m'a touché, c'est l'idée de la congolité, le fait que tous les mots et les termes, le fait que la culture, l'humour, montrent qu'il y a une unité congolaise et il me semble que c'est par cette culture et cette façon d'être, malgré l'horreur qui s'y passe et qui n'est absolument pas exposée, donne des perspectives vraiment encourageantes pour ce monde et pour le pays. Monsieur Don Freddy Mutombo, là nous venons de participer à la conférence de Madame Justine Kasavubu. Ça a été très enrichissant et on a été séduit par son discours, le débat et surtout ce fil d'idées et puis la racine d'idéologie qu'elle a rebondi sur nos échanges. Ça nous a marqué dans le sens, c'est-à-dire que le discours qu'elle tient, si nous prenons cela et que nous donnons ça à ce que nous connaissons aujourd'hui comme opposants politiques, et puis se répéter cela, ça ne va pas passer. Puisque là, nous avons besoin d'avoir plus d'éclaircissement sur l'orientation d'un peuple. Donc nous sommes là en train de travailler, et elle est en train de travailler. C'était bien ici, nous sommes à Paris, comme vous allez le suivre. Donc je vous remercie et suivez la vidéo, et puis restons en contact. On est ensemble, comme nous disons, Ingeta, les Congo pour les Congolais. Merci. Moi je me présente, je suis le représentant de la France de Boudia Mayala. Voilà ma réaction pour la conférence d'aujourd'hui de Mme Kasavubu. Ça nous a plu. Il faut qu'on continue dans ce sens. On dit union fait la force, comme nous les Bakongo on dit Kintoadi. Là où il y a la force, là où il y a l'amour, nous serons toujours des vainqueurs. Malheureusement pour nous, il y a certains qui parlent d'autres langages, les uns parlent d'autres langages et les autres aussi font pareil. Ce qui fait qu'on n'a pas la cohésion, c'est pour cela qu'on se bute toujours. La raison pour laquelle nous sommes ici pour soutenir Mme Kasavubu, c'était pour qu'on aille dans le même sens des élections sans Kabila. Kabila a détruit le pays d'une façon que vous ne pouvez même pas imaginer. Vraiment, il y a des gens qui disent, voilà, disons l'exemple. Bon, disons ça clairement. Kabila, c'est un Congolais, oui. Mais d'une incompétence notoire, personne ne peut accepter ça. Parce que quand on dit que le pays est occupé, beaucoup parmi nous, ils disent, voilà, vous vantez des choses. Voilà. Nous disons maintenant, voilà. Kabila, c'est un Congolais, oui. Mais cette incompétence-là, on ne peut pas continuer. Plus de 15 ans, maintenant, on attend vers 2 décennies. Mais il n'y a toujours rien pour le peuple congolais. On ne peut pas continuer comme ça, mes frères. Écoutons-nous bien.
Nous sommes ici pour le Congo. C'est pour cela qu'on dit à tous les Congolais qu'on s'unisse pour une seule cause, que les pays démarrent dans le bon sens. Monsieur Bobo, c'est ça que moi je veux vous dire. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie. Bana mboka akokende to akokende te akokufa ya solo bakolongwa to bakolongwa te akoyebisa ye akende tolebi lelo baba alingi aloba ye baba yanga na bandaka na ye nye okolobisa papa na mboko yo e Congolais et Congolais, boyoka